En 1953, la guerre de Corée s'est terminée et a laissé un pays divisé en deux. D'un côté, les Sud-Coréens étaient soutenus par les États-Unis. De l'autre côté, la Corée du Nord, appuyée par la Chine. L'accord d'armistice signé par les parties belligérantes a établi un cessez-le-feu et a permis l'échange de prisonniers de guerre. Il a créé la zone démilitarisée, divisant encore aujourd'hui le Nord, République populaire démocratique de Corée, République populaire démocratique de Corée, et le Sud, République de Corée, République de Corée. Mais ce que l'armistice n'a pas fait, c'est établir une paix formelle, du moins pas selon les États-Unis et la République de Corée. En théorie, les deux pays sont encore en guerre. Au fil du temps, les tensions ont parfois mené à de véritables confrontations. Mais que se passerait-il si les tensions entre les deux parties dégénéraient en une véritable guerre moderne? Qui gagnerait? La réponse pourrait vous étonner. Cette vidéo analyse comment une nouvelle guerre de Corée pourrait débuter, compare les forces militaires des deux parties et explore le déroulement potentiel du conflit. Mais avant tout, quelle est la probabilité qu'une guerre éclate initialement? 70 ans après la fin de la guerre, la péninsule coréenne reste l'un des points chauds les plus fortement militarisés et dangereux de la planète. Un conflit entre le Nord et le Sud a le potentiel d'impliquer toutes les grandes puissances militaires du monde et d'engloutir tout l'Extrême-Orient, sinon le monde entier. C'est la principale raison pour laquelle la guerre n'a pas encore éclaté. Il n'était pas dans l'intérêt d'un des principaux acteurs de laisser un conflit éclater là-bas. La péninsule sert de tampon stratégique entre l'Est et l'Ouest à plusieurs égards. La Corée du Sud, alliée des États-Unis et de l'OTAN, est une nation occidentale de facto. Sa position à la porte de la Chine et de la Russie offre aux puissances occidentales un point d'ancrage au cœur de la sphère d'influence de ses rivaux. La Corée du Sud accueille environ 25 000 troupes américaines et des armes avancées comme les systèmes de défense aérienne, Terminal High Altitude Area Defense et Patriot des États-Unis. La Chine et la Russie ont une frontière commune avec la Corée du Nord. Sa présence empêche donc les États-Unis d'installer leur base directement à ces frontières. Un autre aspect à considérer est le problème des réfugiés que les deux pays pourraient affronter en cas de guerre. La population de la Corée du Nord est estimée à 26,5 millions d'habitants en 2024, dont seulement environ 3,2 millions vivent dans la capitale Pyongyang. La plupart de la population vit dans la pauvreté. L'éclatement de la guerre entraînerait non seulement un afflux de réfugiés en Chine, mais aussi en Russie. Cela créerait bien sûr une énorme crise humanitaire, nécessitant d'énormes ressources et finances pour la résoudre, et pourrait provoquer des troubles intérieurs, politiques et sociétaux, dans les deux grandes nations. Malgré les pactes de défense nucléaire entre les États-Unis et la Corée du Sud, et entre la Chine, la Russie et la Corée du Nord, maintenir le statu quo stratégique a été dans l'intérêt des États-Unis, de la Chine et de la Russie pendant des décennies. L'importance économique mondiale de la Corée du Sud est une autre raison majeure pour laquelle les grandes puissances ont empêché la guerre d'éclater. En 2024, son produit intérieur brut était d'1,87 milliard en termes nominaux, et de 3,26 milliards en termes de parité de pouvoir d'achat, ou PPP. Cela en fait la 14e plus grande économie du monde, et la 4e plus grande en Asie. Mais peut-être plus importante encore, c'est à la fois le 9e plus grand exportateur et importateur du monde. Le secteur manufacturier du Sud est fortement intégré dans les chaînes d'approvisionnement mondiales, notamment pour les semi-conducteurs, l'électronique et l'automobile. Toute perturbation de cette production se répercuterait dans l'économie mondiale, créant toutes sortes de risques et de menaces à travers le monde. La Chine et les États-Unis seraient grandement affectés par de tels développements, et ont donc très peu d'incitation à subir un coût économique substantiel, en plus de perdre la dissuasion stratégique en permettant aux hostilités de dégénérer en un conflit majeur. Qu'est-ce qui pourrait pousser l'un ou l'autre camp à engager les hostilités dans cette situation? Vu les coûts potentiellement dévastateurs de la guerre pour les deux parties, comme nous le découvrirons bientôt, quelque chose de substantiel serait nécessaire. En 2023 et 2024, les tensions ont grimpé entre les deux Corées, avec la Corée du Sud menant d'importants exercices militaires avec les États-Unis et d'autres pays occidentaux. La Corée du Nord a réagi en tirant des missiles dans la mer du Japon pour démontrer sa puissance. En 2024, Kim Jong-un, dirigeant suprême de la Corée du Nord, a modifié la constitution du pays pour rejeter la réunification pacifique avec le Sud comme objectif. Les deux nations se sont également engagées dans une forme de guerre aérienne de bas niveau, le Sud provoquant la colère du Nord en envoyant des drones remplis de pamphlets de propagande anti-Kim et de clés USB, et le Nord a répondu en remplissant des ballons de déchets et même d'excréments humains. Mais ces actions sont probablement insuffisantes pour provoquer une guerre totale. C'est à cause des menaces subtiles et moins subtiles de Kim d'appuyer sur le gros bouton rouge et de lancer des missiles nucléaires sur le Sud.
Pour la Corée du Nord, la dissuasion posée par son petit mais potentiellement dévastateur arsenal nucléaire est la principale garantie de sa survie. Pour la Corée du Sud, cet arsenal représente sa plus grande menace immédiate. Ainsi, si Kim en venait à penser que la Corée du Sud s'apprêtait à mener une frappe préventive pour détruire ses installations et armes nucléaires, cela pourrait suffire à ce qu'il déclare la guerre et attaque. D'autre part, si la Corée du Sud était certaine que la Corée du Nord préparait une attaque nucléaire ou conventionnelle à grande échelle, une frappe préventive serait définitivement envisagée. Mais comment pourrait se dérouler un affrontement entre les deux nations ? Il y a plusieurs facteurs à prendre en compte ici. L'essentiel est de déterminer si le conflit utiliserait des armes conventionnelles ou nucléaires, et le rôle potentiel des alliés des deux pays. Commençons par une confrontation nucléaire, l'option la moins probable. La principale raison pour laquelle une frappe nucléaire ne serait probablement pas le premier geste de la République populaire démocratique de Corée est la proximité des deux nations. Larguer des bombes nucléaires sur des nations éloignées, comme l'a fait les États-Unis à Hiroshima et Nagasaki, en 1945, seule utilisation d'armes nucléaires en guerre à ce jour est une chose. C'est une autre chose entièrement lorsque la cible est à seulement 121 miles de distance, la distance séparant les deux capitales de Séoul et Pyongyang. Il y a un vieux dicton qui dit « Un homme maléfique brûlera sa propre nation jusqu'au sol pour régner sur les cendres ». Bien que le leader suprême Kim soit sans aucun doute excentrique, belliqueux, et apparemment déterminé à garantir que sa dynastie familiale conserve le contrôle de la Corée du Nord quoi qu'il arrive, il n'est pas clair que ce dicton puisse lui être appliqué. Il est presque certain que s'il autorisait l'utilisation d'armes nucléaires contre la Corée du Sud, il devrait voir sa nation souffrir des retombées, sans garantie de sa propre survie. En 2024, la Corée du Nord est estimée avoir un arsenal nucléaire d'environ 50 armes nucléaires, avec une production suffisante de matière fissile pour 6 à 8 armes nucléaires par an. La plupart de ceux-ci sont estimés être des ogives stratégiques, pas tactiques. Cela signifie qu'ils visent à causer une destruction généralisée et des morts civiles, plutôt que des frappes limitées, visant simplement à détruire des cibles militaires et d'infrastructures. Séoul, qui est susceptible d'être la principale cible d'une attaque nucléaire, n'est qu'à environ 30 miles de la zone démilitarisée. Si la Corée du Nord larguait une bombe nucléaire de taille considérable sur la ville, elle tuerait immédiatement des centaines de milliers, voire des millions de personnes. Des millions d'autres personnes dans les zones proches des retombées mourraient probablement d'irradiation et d'autres blessures dans les jours et semaines suivants. Pendant ce temps, si plusieurs de ces bombes étaient larguées sur différentes zones de Pyongyang, la capitale nord-coréenne densément peuplée, les dégâts augmenteraient exponentiellement. Une dévastation frapperait la ville, causant des millions de morts, mourants, blessés graves, piégés dans le chaos des transports alors que les habitants tenteraient de fuir massivement. Toutefois, les deux pays subiraient les conséquences d'une attaque nucléaire mutuelle. Premièrement, les retombées radioactives d'une seule explosion nucléaire stratégique sur la péninsule rendraient probablement la majeure partie du territoire dangereusement radioactif pendant des décennies, voire des siècles. Des millions de personnes mourraient prématurément, et des millions d'autres fuiraient vers les collines, notamment à la frontière chinoise. La production agricole, surtout au sud de la Corée du Nord, serait quasiment impossible, avant même une riposte américaine. La Corée du Sud a longtemps eu la technologie et les capacités pour créer sa propre dissuasion nucléaire, mais a choisi de ne pas le faire. Cela est principalement dû à son alliance de défense avec les États-Unis, qui fournit un parapluie nucléaire complet, y compris des garanties de riposter avec une attaque nucléaire dévastatrice si le pays est jamais attaqué avec des armes nucléaires. Pour appuyer cette menace, les États-Unis déploient une flotte de bombardiers, sous-marins et missiles balistiques terrestres, armés et en alerte dans la région. En d'autres termes, peu de temps après une attaque nord-coréenne sur Séoul, la plupart de Pyongyang et de ses sites militaires, dont ses installations nucléaires, seraient probablement réduits en un désert radioactif. La réaction à un tel événement serait, au mieux, imprévisible. La Chine et la Russie respecteraient-elles leurs accords de défense avec la Corée du Nord en lançant des frappes de riposte en cas d'attaque ? Auraient-ils envie d'un conflit en expansion qui pourrait impliquer le Japon, l'Australie, l'Iran, l'OTAN et au-delà ? Ou bien un résultat d'une Corée du Nord, radioactive et dépeuplée, pourrait-il servir de dissuasion stratégique encore plus efficace que le statut de paria qu'ils détiennent actuellement ? C'est difficile à prévoir. Bien sûr, il n'y a aucune garantie qu'un affrontement entre la Corée du Nord et la Corée du Sud deviendrait immédiatement nucléaire, ou impliquerait des armes nucléaires du tout. Sur papier, cela pourrait être la meilleure chance de succès de Kim, si l'on considère la destruction mutuelle assurée comme un succès. En termes de force conventionnelle, il y a un grand déséquilibre entre les deux Corées, en faveur du Sud. Alors que le Nord peut avoir l'avantage en termes de quantité, le Sud a un avantage écrasant en termes de qualité.
La supériorité technologique et manufacturière de la Corée du Sud s'est étendue au-delà des supraconducteurs, véhicules, Samsung et puces. Ces produits militaires figurent parmi les plus high-tech et les plus demandés au monde. Cependant, l'arsenal nord-coréen est surtout composé d'équipements soviétiques vieillissants, et il est incertain combien sont encore opérationnels et efficaces. En termes de puissance humaine, la Corée du Nord a une force militaire plus importante, avec environ 1 320 000 personnels actifs, contre 600 000 pour la Corée du Sud. La Corée du Sud dispose d'une force de réserve d'environ 3,1 millions de personnels contre 560 000 pour la Corée du Nord. Le service militaire obligatoire est également entre 7 et 10 ans dans le Nord, alors qu'il n'est en moyenne que de 21 mois dans le Sud. Malgré les énormes disparités de budget, de technologie et d'installation, les troupes du Sud sont unanimement considérées comme mieux formées, équipées et armées. Bien que les troupes sud-coréennes aient eu une expérience limitée dans les missions de l'Organisation des Nations Unies, aucun des deux côtés n'a connu de véritables combats depuis 70 ans. Leur comportement sur le champ de bataille reste donc incertain. Les différences d'armement entre les deux côtés sont encore plus marquées. La Corée du Nord produit une large gamme d'équipements militaires, notamment des véhicules blindés légers, des chars, des navires de guerre, des sous-marins et des systèmes d'armes avancés comme des missiles balistiques. Certains tests effectués pendant 2024 indiquent la puissance croissante de certains de ces systèmes, en particulier sa technologie de missiles. Cependant, la Corée du Nord n'a généralement pas eu les moyens de développer l'arsenal d'armes technologiquement avancées du Sud, qui dépense environ 262,8 milliards de dollars dans les 5 prochaines années pour son armée, contre seulement 1,5 milliard de dollars pour le Nord. Dans les airs, le Sud domine totalement. La République populaire démocratique de Corée a environ 951 avions militaires au total, comparé à environ 1576. Mais la différence est qualitative, pas quantitative. La flotte du Nord comprend principalement des avions russes et chinois de l'époque soviétique, comme le MiG-20 et un russe, le MiG-29, le MiG-23, le Su-7 et le Su-25, plus environ 100 Shenyang J5 et J6 fabriqués en Chine. En comparaison, le Sud dispose de 16 F-35 américains de pointe, 167 F-16 Northrop F-5 et une gamme d'hélicoptères d'attaque avancés comme le AH-1 Cobra et le AH-64 Apache. Les F-35A et F-16 disposent d'armements bien plus avancés, notamment des missiles air-air et air-sol à guidage de précision. Dans un combat aérien pur, le Nord subirait probablement un véritable massacre. De plus, la Corée du Nord a un avantage considérable en nombre total de navires, avec 505 contre seulement 200 pour la Corée du Sud. Cependant, c'est la qualité et non la quantité qui prime ici, et malgré le déséquilibre numérique, le Sud a un net avantage. Le Sud possède 2 porte-avions de la classe Dokdo, conçus principalement pour les hélicoptères plutôt que pour les avions d'attaque. La Corée du Nord n'a rien de comparable. La marine sud-coréenne possède une gamme de destroyers, frégates et corvettes modernes, tous équipés de capacités offensives et défensives de pointe. En comparaison, seulement 5 navires de la marine nord-coréenne peuvent être considérés comme une frégate ou une corvette, et ils sont vieux avec des capacités limitées. Un domaine naval où la Corée du Nord possède un avantage numérique pouvant faire la différence est les sous-marins. La Corée du Nord en a 35, tandis que la Corée du Sud en a 22. Il existe un grand écart de qualité entre les sous-marins modernes sud-coréens et ceux plus petits et anciens de la Corée du Nord. Cependant, il est envisageable que la flotte de sous-marins de la Corée du Nord puisse pénétrer dans les eaux sud-coréennes et causer des dommages avant d'être inévitablement ciblée et détruite par les systèmes de radar et de missiles largement supérieurs du Sud. Le reste de la flotte risque de sombrer avant d'avoir un impact significatif. Les disparités entre les deux pays sont tout aussi prononcées sur Terre. La Corée du Nord possède environ 5845 chars, comparativement à 2501 pour la Corée du Sud. Toutefois, la vraie différence demeure dans la modernité et la puissance. La majorité des chars de la Corée du Nord sont des T-55 et T-62 MIS de l'ère soviétique, aux côtés des PT-76 et des Pokpong-os, produits localement. La Corée du Sud produit l'un des meilleurs chars du monde, le K2 Black Panther et ses prédécesseurs tout aussi impressionnants, le K1 et le K1 et le K1A1 améliorés. Les différences de puissance de feu et d'armure entre ces deux flottes de chars sont si prononcées qu'il est incertain que les chars nord-coréens aient la puissance nécessaire pour endommager les K1 ou K2. Leur armure offrira une quelconque protection contre les obus modernes. L'avantage numérique du Nord en artillerie pourrait faire une différence significative dans un conflit avec le Sud, malgré son retard d'1 ou 2 générations en termes de capacité. Au total, la Corée du Nord dispose d'environ 12 000 pièces, contre environ 8 633 pour la Corée du Sud.
De plus, on pense que le Nord a fabriqué et déstocké plusieurs millions d'obus. Il a été rapporté qu'ils ont envoyé en Russie plus de 5 millions d'obus de 155 Meni pour être utilisés pendant sa guerre en Ukraine. C'est presque le double de ce que l'OTAN est estimé pouvoir produire en un an. Des milliers de pièces d'artillerie conçues pour tirer ces obus ont été positionnées dans le paysage rocheux bordant la zone démilitarisée et ne sont pas les cibles les plus faciles à éliminer en conséquence. Mais le point crucial est que Séoul est à portée de leurs obus. Un fait qui est susceptible de jouer un rôle significatif si et quand une guerre éclate. Alors, avec le décor planté, voyons comment une bataille entre le Nord et le Sud pourrait réellement se dérouler. La Corée du Sud a deux plans militaires en place, l'un pour attaquer la Corée du Nord et l'autre pour repousser une attaque conventionnelle. Le plan d'attaque préemptive, appelé Kill Chain, verrait les forces spéciales coréennes voler vers la Corée du Nord pour identifier et ou détruire les lieux de lancement de missiles suspectés. Ces unités pourraient attaquer les missiles eux-mêmes, avec des armes lourdes, ou rester cachées, et appeler des frappes aériennes et de missiles de croisière. Une fois Kill Chain lancé, des centaines de missiles et d'avions armés conventionnellement se dirigeraient vers le nord pour tenter de détruire les missiles mobiles nord-coréens, tuer Kim Jong-un ou détruire ses communications avec ses forces nucléaires. Ce programme ambitieux est l'un des rares plans de dissuasion conventionnelle offensive pour contrer les armes nucléaires connues à ce jour. Un plan d'urgence similaire, Korea Massive Punishment and Retaliation, ou Korea Massive Punishment and Retaliation viserait à détruire les armes nucléaires nord-coréennes et le régime lui-même. Contrairement à Kill Chain, qui implique uniquement des frappes de missiles guidées avec précision et une poignée de forces spéciales, Korea Massive Punishment and Retaliation implique également une invasion apparemment suicidaire du Nord par 3000 marines de la République de Corée. Peu importe qui tente une invasion, la bataille initiale sera probablement l'une des plus sombres et des plus sanglantes depuis la Seconde Guerre mondiale. La zone démilitarisée est l'une des parcelles de terrain les plus minées au monde. On dit que les boussoles dysfonctionnent là-bas, à cause de l'abondance de métal dans le sol. Toute tentative de traverser le terrain accidenté de la zone démilitarisée avec des troupes et des véhicules blindés sera un carnage. Mais une invasion est probablement la meilleure chance de Kim de remporter la victoire, ou du moins d'obtenir un résultat qui conduirait à un nouveau cessez-le-feu, et lui permettrait de conserver le contrôle de ce qui reste de sa nation. En raison du déséquilibre des forces, il n'y a aucun scénario de jeu de guerre qui aboutit à une victoire décisive pour le Nord en utilisant des armes conventionnelles. La meilleure stratégie de la Corée du Nord est probablement de bombarder Séoul avec un feu d'artillerie prolongé et intensif, tout en tentant d'envahir avec une grande force terrestre. L'objectif serait de parcourir les 30 miles jusqu'à Séoul et d'en occuper une partie. Même si un grand nombre des systèmes d'artillerie vieillissants de la Corée du Nord sont estimés inopérants, la plupart des obus manquent leur cible ou n'explosent pas du tout. Les dégâts à Séoul risquent d'être énormes, bien que la plupart des bâtiments à Séoul soient conçus pour résister à l'artillerie. C'est une ville densément peuplée, bourrée de gratte-ciel. Même si la Corée du Nord choisit de ne pas utiliser ses grandes réserves d'armes chimiques et biologiques pendant l'attaque, des dizaines voire des centaines de milliers de morts et blessés en résulteraient, semant le chaos alors que les résidents paniqués tentent de fuir. Si les forces nord-coréennes parviennent à passer la zone démilitarisée et entrer en Corée du Sud, leur progression vers Séoul sera probablement un véritable enfer. La Corée du Sud bombardera les troupes nord-coréennes avec des tirs de roquettes, de missiles et d'artillerie depuis le sol, la mer et l'air. De nombreux soldats mourront, et toute retraite risque d'entraîner une destruction encore plus importante. En coulisses, un large contingent des forces spéciales nord-coréennes serait probablement envoyé pour causer un maximum de dégâts via le sabotage et des infiltrations secrètes similaires. Sans aucun doute, une cyberguerre de grande ampleur serait lancée pour détruire ou paralyser au maximum l'infrastructure numérique de commandement et de contrôle de la Corée du Sud. Si l'invasion de Séoul échoue et que l'armée envahissante est mise en déroute avant d'atteindre la ville, Kim devrait soit accepter une défaite fracassante, soit recourir à l'arme nucléaire. C'est à condition qu'une de ses installations nucléaires soit encore debout. Si la Corée du Nord envahit et occupe une partie de la ville, il s'ensuivrait probablement des mois de guerre urbaine dans les limites sama de la ville, les forces sud-coréennes et peut-être américaines essayant de déloger les nord-coréens. Selon les parties de la ville qu'ils occupent, déloger la Corée du Nord pourrait ne pas être si simple. La Corée du Sud pourrait hésiter à utiliser des armes lourdes comme des missiles de croisière sur sa propre infrastructure, surtout si de nombreux citoyens sont piégés dans la zone de combat. Plus la guerre dure, plus le bilan sur la population et l'économie sud-coréenne s'aggrave. Si les troupes nord-coréennes tiennent suffisamment longtemps, elles pourraient obtenir un cessez-le-feu ou une fin de guerre à des conditions acceptables pour Kim. Pendant que la bataille pour Séoul fait rage, une grande partie du nord risque d'être dévastée par les missiles sud-coréens.
La crise des réfugiés à la frontière de la Chine s'aggraverait de jour en jour, donc même si la Corée du Nord attaquait en premier, la Chine et la Russie seraient probablement réticentes à entrer directement dans le conflit, mais seraient de plus en plus contraintes d'agir. Au final, une nouvelle guerre de Corée non nucléaire est susceptible d'être mise fin par l'intervention décisive de la Chine, les autres parties s'abstenant d'interférer. La Chine a le plus à perdre d'une guerre prolongée à sa frontière, et le plus à gagner à y mettre fin. Selon la situation à ce moment-là, l'accord pourrait impliquer des garanties de sécurité pour Kim, la reconstruction des deux pays, et un retour à un statu quo tendu similaire à celui qui existe aujourd'hui. Alors qui gagne ? Au final, il est probable que personne ne gagne. Le Nord risque davantage d'être rayé de la carte et de subir les pires pertes en main-d'œuvre, équipement et potentiel économique, mais le Sud serait aussi dévasté. La destruction mutuelle serait immense et la reconstruction prendrait des années, voire des décennies. Sans oublier la potentielle destruction d'autres pays. Si les esprits sereins ne prévalent pas, les États-Unis, la Chine, la Russie, le Japon et d'autres nations directement touchées pourraient facilement être entraînés et la situation dégénérer. Cela pourrait créer une autre Ukraine dans l'Extrême-Orient, chargée d'un danger terrifiant et de conséquences imprévisibles qui résonnent à travers le monde. Mais qu'en pensez-vous ? Un des deux camps a-t-il assez d'avantages pour l'emporter clairement ? Comment pensez-vous qu'une nouvelle guerre de Corée pourrait se dérouler ? Faites-nous savoir vos pensées dans les commentaires, et merci de regarder. Regardez maintenant, les Nord-Coréens en ont assez, ils veulent te rentrer chez eux, ou cliquez sur cette autre vidéo.